Donc on y va. Écoutez, donc bonjour à tous. Effectivement, donc Jean-François Thau, j'ai rejoint au mois de septembre la Confédération du nautisme et de la plaisance, donc assez récemment. Et je vais effectivement vous la présenter, parce que nous avons vu avec Rachel que tout le monde ne la connaissait pas. Et effectivement, essayer de vous faire un rapide overview à la fois de ses missions et des enjeux qui nous occupent. Donc, slide suivant. Je me permets comme ça à chaque fois, voilà. Donc la genèse de l'histoire a démarré il y a 7 ans, après l'appel pour une mer libre qui avait récolté au fait des dizaines de milliers de signatures. Et dans le cadre de cet élan, c'est à ce moment-là que effectivement la CNP a décidé, donc, et la communauté du nautisme a décidé d'unir ses forces pour se rassembler autour de valeurs communes et partagées. C'est vraiment le point fondateur et qui perdure aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment la famille rassemblée et qui parle d'une seule et même voix, et à ce titre, donc, fait le pari d'être beaucoup plus audible, d'être beaucoup plus écouté et de pouvoir effectivement peser sur un certain nombre de décisions avec des processus, on le verra, de concertation qui sont maintenant généralisés en amont d'un certain nombre d'enjeux que notre filière comment dire, à faire face. Alors, l'expression effectivement d'une composante de la société civile, c'était vraiment, encore une fois, l'idée de faire entendre notre voix partant, encore une fois, d'un secteur économique qui représente des centaines de milliers d'emplois directs et indirects, de plus de 550 000, 5500 entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 millions de licenciés dans les différentes fédérations. Et encore une fois, c'était essentiel de parler d'une seule voix pour, encore une fois, nous faire entendre, tant au niveau du développement durable des régions à la fois métropolitaines et ultramarines, mais aussi sur tous les aspects de développement des territoires, d'accès à la mer et de prospérité économique et de rayonnement culturel nautique globalement du pays. Slide suivant. Donc, qui sommes-nous donc très concrètement? Nous avons 4 grandes familles. Le Collège des industries et services nautiques et assimilés, donc qui va de la Fédération des industries nautiques en passant notamment par la grande plaisance, les équipementiers, donc c'est vraiment tout la partie vraiment pro-business. Ensuite, donc un collège essentiel qui est celui des ports de plaisance, et qui regroupe des réalités très différentes entre certains ports parmi les plus grands d'Europe que nous avons tant sur notre façade méditerranéenne qu'en Atlantique, et certains autres qui sont des toutes petites structures, mais qui sont également clés à la fois dans l'attractivité du territoire, dans l'accès à la mer, voilà, avec des enjeux à la fois de développement durable, mais également de faire face à la montée des eaux, au renouvellement des quais, des cales. Les problèmes sont multiples, complexes, souvent engagent des notions financières importantes, et c'est essentiel que les ports soient partie prenante de la CNP et parlent de plus en plus d'une seule voix, puisque, comme vous le savez sans doute, deux importantes fédérations, les ports de l'Atlantique et les ports bretons, ont rejoint la Fédération nationale des ports de plaisance au Grand Pavois l'année dernière. Le troisième collège, la troisième grande famille, c'est le collège des fédérations sportives délégataires et assimilées. Donc là, on est vraiment sur tout le volet pratique, initiation, découverte, compétition, perfectionnement, filière d'excellence. Donc le spectre, là aussi, est très large. Et en dernier lieu, et non également très important, c'est le collège des associations et fédérations d'usagers, et qui regroupe à la fois la partie plaisance, voile, en tant que plaisancier usager de la mer, mais aussi donc les pêcheurs donc non professionnels.
Voilà, et nous avons un certain nombre de membres partenaires, comme le Cluster maritime français et France Station Voile, pour citer les deux plus importants. Slide suivant. Donc vous avez ici, je ne vais peut-être pas les passer en entier, mais effectivement, donc, les différentes fédérations et associations sportives et d'usagers présentes autour de la table. Nous sommes 21 membres actifs, 22 aujourd'hui à jour de cotisation. Ça évolue. Nous avons régulièrement un certain nombre d'associations ou de fédérations qui demandent à nous rejoindre. Il est arrivé aussi que certaines n'y trouvent pas tout à fait leur compte et nous quittent, mais ça n'empêche pas de continuer à avoir d'excellentes relations avec elles. Slide suivant. Donc, quelques chiffres, je les ai rapidement évoqués. Donc, c'est aujourd'hui à peu près 15 millions de pratiquants, de l'occasionnel aux sportifs de haut niveau. Je l'évoquais, plus d'1 million de licenciés à des clubs et associations nautiques, tout sport confondu. 5500 entreprises, plus de 150 000 emplois salariés directs et indirects, mais aussi associatifs, un peu plus de 570 ports de plaisance et une présence régionale. Hein, nous sommes vraiment proches des territoires, mais à la fois en métropole, mais également en outre-mer. Voilà, ça c'est pour les grands chiffres de la filière. Slide suivant. Donc, nos actions. Le premier enjeu, c'est vraiment donc contribuer d'une façon générale à la valorisation de nos traits de côte et de nos territoires marins et lacustres, avec un double enjeu qui est à la fois le respect du milieu. Je sais qu'il y a dans cette assemblée présente ici et sans doute qui écouteront mes propos beaucoup de personnes impliquées dans les aires marines protégées. Donc voilà, notre volonté est vraiment d'intégrer effectivement cette dimension de protection, mais avec à la fois responsabilité et liberté de naviguer et d'accès. Voilà, les pressions là aussi sont parfois fortes et contradictoires, mais c'est un enjeu majeur. Le deuxième enjeu, et qui a aujourd'hui pris beaucoup d'importance au sein de la CNP, c'est d'affirmer effectivement notre organisation comme l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour, encore une fois, traiter, bien au-delà même de simplement promouvoir la culture et les pratiques nautiques, mais l'ensemble des problématiques auxquelles nous avons conjointement et tous ensemble à faire face. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et ensuite, c'est également une filière économique qui va de filières qui commencent au moniteur de voile, en passant par l'ensemble des métiers de la mer, agents portuaires, agents d'accueil. Il y a un prolongement touristique important, et c'est également un aspect très important des actions stratégiques que nous nous sommes fixées. Slide suivant. Donc, sur la partie pouvoir public, ça c'est un point important. Donc, nous coprésidons avec le secrétariat général à la mer, qui, comme vous savez sans doute, donc, dépend du cabinet du Premier ministre, le comité du nautisme et de la plaisance, qui est donc une formation issue, spécialisée, du comité France Maritime. Donc, nous adressons avec un rythme d'environ, en fait, qui dépend aussi un peu de l'actualité, mais disons un minimum en tout cas d'une réunion importante par trimestre, et parfois plus quand il y a des sujets importants. Nous traitons vraiment l'ensemble des problématiques nautiques qui nécessitent une coordination interministérielle, et généralement, donc, ce comité nautisme et plaisance se réunit, adresse, arbitre un certain nombre de sujets, et ensuite, ces sujets sont portés au CIMER, puisque c'est son abréviation, pour effectivement les arbitrages politiques en la matière. Nous sommes également, et ça c'est un point important, un espace de dialogue. J'ai beaucoup insisté sur le fait en introduction de faire entendre notre voix, et nous avons vraiment voulu associer l'ensemble des acteurs, donc non seulement les membres à part entière de la CNP, mais également les administrations et une partie importante des élus des régions littorales
mais aussi lacustres et voies navigables terrestres. Et nous avons, dans ce cadre-là, mis en place 5 groupes techniques de travail qui sont assez larges et qui sont suivis et dont les travaux sont arbitrés en plénière du comité nautisme et plaisance que je viens d'évoquer. Slide suivant. Donc ces 5 groupes de travail sont les suivants. Nous les appelons le GT1, GT2, GT3, 4 et 5. Donc le premier traite de toute l'évaluation et la mesure des retombées économiques du nautisme. Donc la région qui a été précurseur en la matière est la Bretagne, qui a historiquement un certain métro d'avance, en tout cas dans la prise de conscience du potentiel que représente cette filière, et à la première mener une étude détaillée vraiment pour peser l'ensemble, encore une fois, des tenants et aboutissants de ces activités, au sens large du terme, sur le territoire. Ce travail a été remarquable, il a associé vraiment l'ensemble des acteurs, et il est en train d'être dupliqué dans un certain nombre de régions, parce que pour encore une fois bien nous connaître, faut-il encore nous mesurer. Et voilà, les Anglais ont une expression speak with data, mais c'est vrai que cette capacité vraiment d'évaluer le poids économique est un point élément. Donc ça a été vraiment un groupe de travail qui a beaucoup bossé, qui a mis en place une méthodologie qui aujourd'hui est en train d'être dupliquée de façon progressive sur l'ensemble du territoire. Le GT2 touche, et Tom est là, donc je parle sous son contrôle, donc tout ce qui est, il en est membre, le développement des sports nautiques et de bord de mer, voilà, dans leur diversité. Ça n'est pas que la voile, ça n'est pas que le kayak ou le paddle, voilà, il y a une multitude effectivement de sports, de pratiques, et au-delà de tout ça, nous sommes aujourd'hui dans une ère où avec la généralisation, la multiplication des nouveaux supports, mais aussi des changements profonds de comportement, les jeunes picorent ont sans doute parfois un aspect un peu plus consumériste entre différents supports. Donc il y a autour de ce GT2 des enjeux qui sont majeurs, à la fois d'accès à la mer, de la façon dont nous organisons la découverte, les initiations, la pratique dans le respect de bonnes règles, mais aussi toute la partie formation. Et c'est aujourd'hui un des sujets qui a beaucoup occupé ce groupe sur les dernières années pour essayer, à la fois en termes de passerelles, d'équivalence, de repenser un peu les métiers autour, encore une fois, des sports nautiques pour en faire une véritable filière professionnelle, comme d'autres secteurs ont su le faire avant nous. Donc voilà, les enjeux sur ce GT2 sont très importants. Le GT3 se touche donc à tout le travail autour des ports de plaisance et fluviaux. Donc là aussi, je l'évoquais, les enjeux sont très importants. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes vraiment à un nœud gordien. Le port de plaisance est vraiment le prolongement d'une stratégie de façade maritime, d'accès à la mer. C'est vraiment le hub de service. Et ce n'est plus, et en tout cas de moins en moins, le parking à bateau que nous avons pu connaître par le passé. Tout n'est pas réglé, mais il y a une prise de conscience formidable des acteurs qui se sont engagés, par exemple, dans le développement du label bateau propre, port propre, je vous prie de m'excuser. Voilà, et il y a aujourd'hui donc toute une série d'enjeux qui va du port connecté, de la digitalisation de l'offre, de la rénovation des quais, du traitement des eaux grises et des eaux noires. Tout ceci demande des investissements stratégiques de long terme, de moyen terme. Et voilà, il est important là aussi de parler d'une voie, d'unir nos forces pour véritablement déterminer un plan stratégique autour d'une vision de ce que doit être, je vais y arriver, le port de plaisance de demain. Le GT4, donc là, c'est quand on écoute un peu nos chers hommes politiques dans cette période de pré-campagne, simplification, modernisation, fiscalité. Donc là, on est dans la période un peu
de foire où chacun y va de sa mesure, donc plus sérieusement et plus enfin, structurellement, nous avons besoin d'un choc de simplification. Je ne suis le porte-parole d'aucun de qui que ce soit, mais voilà, si nous voulons avancer, nous devons responsabiliser, nous devons simplifier, nous devons moderniser. Et voilà, ce n'est pas simple. On a l'art, et vous le savez, d'empiler les textes législatifs les uns au-dessus des autres dès qu'il y a un problème. Et on arrive aujourd'hui, chacun ayant fait un petit peu les choses dans son coin, à un phénomène un peu de saturation à la fois des textes et administratifs. Et je crois qu'il est temps, mais il y a une vraie prise de conscience à ce sujet, d'avancer dans ce domaine. Dernier groupe de travail, c'est tout ce qui touche au développement harmonieux de la plaisance et de la pêche de loisirs durable et éco-responsable. Donc là aussi, vaste sujet. Je crois que cette prise en compte du développement durable est généralisée chez l'ensemble des acteurs de la filière. Encore faut-il trouver et instaurer un niveau de dialogue et de concertation en amont avant d'interdire. Et la rénovation et le travail de ce dialogue nous paraît absolument clé à la CNP. Et nous avons également vu qu'à chaque fois qu'il avait eu lieu, les choses se sont bien passées. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais nous avons, de ce point de vue-là, beaucoup d'enjeux également autour du GT5. Slide suivant. Voilà, alors quelques réalisations, il y en a beaucoup, mais je prends quelques éléments emblématiques, le terme est peut-être un petit peu fort, mais qui sont concrets et qui sans doute vont vous parler, vu encore une fois les personnes qui agissent dans cette communauté à laquelle je m'adresse. Le premier, c'est le guide des AOT. Vous le savez, il y a quelques années de ça, une évolution forte, des modifications profondes, des termes de renouvellement de ces autorisations temporaires d'occupation autour notamment des ports de plaisance, et où d'une situation qui était sans doute très excessive, où certaines AOT étaient de 50, 100 ans, nous sommes passés à des textes de loi les amenant de 5 ans à 7 ans quand elles avaient des immobilisations corporelles. Et ceci s'est fait de façon relativement, je ne vais pas dire brutale, mais en tout cas, voilà, les textes de loi ont été parus et la communauté s'est trouvée devant ceci. Et nous avons, et les ports ont fait un travail formidable avec toute la complexité de leurs différents statuts, de la différence également entre de très grands ports et de tout petits, tels que j'évoquais en introduction. On fait un travail formidable avec tous les membres de la CNP pour créer un guide de bonnes pratiques, et qui fixe un cadre méthodologique à l'ensemble des acteurs pour essayer de dénouer un certain nombre de problèmes qui devenaient épineux avant éventuellement d'être judiciarisés. Ce travail a été remarquable, il a été publié il y a un petit peu plus d'une année et participe, encore une fois, à cette concertation en amont et cette capacité d'une voix de fixer un cadre pour trouver des solutions. Voilà, donc ce guide évoluera, c'est un outil dynamique, et encore une fois, je veux ici saluer le travail de la CNP et notamment des ports de plaisance dans le travail de ce guide. Une deuxième réalisation, alors il s'avère qu'elle est très récente, je ne sais même pas s'il a été publié ou s'il va l'être, mais en tout cas les décisions ont été prises depuis près de 15 ans. Nous travaillons, la filière, la CNP est plus récente, sur effectivement donc la convergence et l'équivalence d'un certain nombre de diplômes entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la marine marchande pour permettre à un marin de pouvoir donc ouvrir un peu son spectre de compétences et d'accompagnement. Nous avons récemment, ce dossier a été un peu enlisé, je dois vous dire, et eu effectivement, et on est typiquement là dans des décisions qui sont issues du comité de nautisme et de la plaisance, sur réunir une équipe des AFMAR, des fédérations sportives,
Et en l'espace de quelques semaines, avec certes un travail important qui avait été fait, le problème s'est dénoué de façon tout à fait acceptable, avec une bonne concertation en amont pour l'ensemble des parties. Et c'est un élément tout à fait clé qui va permettre notamment à un encadrant, un moniteur de voile, un encadrant de sport nautique, de pouvoir accompagner dans des balades motorisées dans la bande des 6000 un certain nombre de personnes, voilà, et pouvoir donc étendre encore une fois dans une logique de professionnalisation de son job des pratiquants, pardon, ou personnes à initier de façon beaucoup plus large. C'est également le cas, et là on doit tirer un coup de chapeau à notre ministre qui a répondu présent, sur l'équivalence du capitaine des 200 restreints à nos marins d'exception. Certains skippers ayant fait plusieurs Vendée Globe ne pouvaient pas convoyer un bateau de La Rochelle à la Trinité. Ce qui peut paraître un peu surprenant, vous le concéderez. Et donc là, notre ministre, mais à travers là aussi le travail qui a été fait, a pris ce dossier à bras-le-corps. Et dès le mois de mars, donc, certains de ces skippers d'exception se verront effectivement titulaires avec un système d'ajustement de formation online sous la forme un peu e-learning, très bien vu, de pouvoir effectivement disposer de cette équivalence et leur permettre effectivement, dans notamment leur reconversion civile, de pouvoir bénéficier de ce diplôme. Slide suivant. Alors, notre actualité, je regarde, il me reste 5 minutes, donc je suis pile poil dans les temps. Donc là, je vous dévoile un tout petit peu en avance de phase, donc je ne vais pas tout vous dévoiler, mais en tout cas vous informer, parce que c'est effectivement notre actualité. Nous travaillons depuis la rentrée 2021 sur l'élaboration d'une plateforme présidentielle 2022 de la CNP, de la Comité du nautisme au sens large du terme. Donc nous avons ébauché, travaillé avec l'ensemble des forces vives à 20 propositions pour répondre à 4 enjeux clés dont je vais vous parler dans une minute, pour effectivement la plaisance de demain. Il y a eu un certain nombre déjà de choses qui ont été faites en la matière. Comme vous le savez peut-être, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à le lire. C'est un document de très grande qualité. Notre ministre de la Mer a commandé à M. Sellier et Lioncan au mois de juillet 2021 un rapport sur le nautisme de demain qui a été remis le 10 décembre au nautisme, au salon nautique. Ce rapport fixe effectivement un certain nombre de propositions de cadres, certains avec des échéances de très court terme, d'autres qui sont des plans stratégiques et d'investissement qui projettent la filière à 2030 et au-delà. Mais ce rapport a eu effectivement donc le mérite de mettre un certain nombre de sujets très importants sur la table. Cette plateforme présidentielle s'articule, voilà, dans le cadre, non pas en substitution de ce rapport, ce n'est pas du tout ça, mais vraiment en complément pour effectivement, concrètement, retenir 20 thèmes clés pour mettre le plaisancier au cœur des dispositifs. Il y a quelques années de ça, il y a eu une très belle campagne de pub qui a eu plein de prix, où effectivement, donc, qui était celle du groupe Nestlé, et qui disait le président, c'est bébé. Et pour montrer la façon dont on met effectivement voilà, ça cible au cœur de l'entreprise. D'une certaine manière, c'est un peu cet enjeu pour nous, c'est de mettre effectivement le plaisancier au cœur, encore une fois, à la fois de la modernisation, du développement et de l'attractivité de la filière. Slide suivant, et ça sera mon dernier slide. Donc, les 4 enjeux que nous avons retenus, donc je ne vais pas vous dévoiler les propositions parce que nous sommes en train de les finaliser, mais il me paraît par contre essentiel que vous ayez effectivement les 4 thèmes clés sur lesquels nous travaillons. Le premier, donc, parce qu'elle est omniprésente et que la conscience des enjeux environnementaux n'est pas nouvelle au sein de notre communauté, c'est vraiment pour une politique de transition écologique nautique partagée. Le mot important, j'évoquais la famille rassemblée qui a prévalu à la création de la CNP, et concernant effectivement cette politique de transition écologique, nous sommes tous absolument, vraiment je le dis en étant le porte-parole de l'ensemble des acteurs, vraiment convaincus
qu'il faut y aller, que face aux menaces qui pèsent sur le milieu, cette transition, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations, mais nous devons le faire de façon concertée et partagée. Et le pratiquant doit aujourd'hui à la fois bénéficier d'infrastructures exemplaires sur le plan environnemental et en termes d'accueil. On évoquait les enjeux pour les ports de plaisance. C'est aussi vrai pour nos bases nautiques et notamment celles qui ont de l'hébergement, où il y a un très gros effort à faire sur l'ensemble de notre littoral aujourd'hui. Mais le pratiquant doit aujourd'hui faire évoluer sa pratique, à la fois en conscience des enjeux du milieu et être un acteur de cette transition écologique. Nous avons constaté en 2021, avec la sortie de la crise sanitaire, un engouement pour effectivement la mer. On n'a jamais eu autant de gens dans nos écoles de voile, etc. Mais avec ces primo-accédants, et un certain nombre de vous le savent, nous avons également des comportements erratiques de gens peu formés et qui, sans pas faire de comparaison avec les rodéos urbains, ou en tout cas, pour le moins, des comportements inappropriés. Et ces gens-là font beaucoup de tort. Et du coup, la tentation d'interdire est forte. Et nous devons, de ce point de vue-là, trouver les moyens d'anticiper et de revenir avec un véritable continuum de formation et de sensibilisation à des choses beaucoup plus, beaucoup plus en ligne. Le deuxième point et le deuxième enjeu, c'est la simplification. Nous avons un effort majeur à faire pour amener le plus de jeunes sur l'eau et notamment également, et je sais que c'est cher à Tom, le plus de femmes. Nous avons un vrai enjeu global et nous devons effectivement, pour cela, doubler le nombre de jeunes en classe de mer. On doit se fixer des objectifs ambitieux. Mais pour ça, ça demande de la simplification. Entre le droit de la famille, l'éducation nationale, les sports, les organisations, les élus, le local, ça devient quelque chose de compliqué. Donc nous avons vraiment un travail à faire. Il y a des formidables choses qui existent, comme le brevet d'initiation à la mer, que l'on peut généraliser. Bref, nous avons un gros travail effectivement à faire là-dessus. Mais on doit également, en termes de simplification, travailler et favoriser donc la dynamique entrepreneuriale. Et en particulier, faire en sorte que du statut du navire, en passant par, on l'évoquait, la sécurisation de l'activité des acteurs installés sur le domaine public maritime portuaire, nous ayons effectivement des choses lisibles et un petit peu plus homogènes. Je prendrai également un exemple. Plébiscitons les aires marines protégées. C'est essentiel, on sait qu'il y a un plan de les doubler. Nous en avons 25 aujourd'hui et lors d'un des petits déjeuners que nous avons organisé au Nautique, l'un des patrons de ces aires marines protégées nous faisait remarquer que sur les 25, il existait 18 statuts différents. Il me semble voilà, que typiquement, je prends cet exemple, nous avons des cas dans lesquels nous pouvons progresser. Troisième élément, et troisième enjeu autour desquels nous allons finaliser et nous bâtissons nos propositions, c'est vraiment approfondir la transformation et l'attractivité de la filière par la formation. Nous avons besoin de ce plan de modernisation qui à la fois va permettre de simplifier certaines formations, de créer ces véritables passerelles professionnelles que j'évoquais, et dans une logique à la fois d'évolutivité et d'attractivité. Aujourd'hui, certaines fonctions et métiers sont paupérisés. Ce sont des contrats courts, de saisonniers, sans aucun parachute. Et si nous voulons vraiment moderniser et inscrire durablement notre filière dans une professionnalisation et un vrai plan stratégique, je ne suis pas un super fan des comparaisons, mais la montagne a fait des choses depuis les plans montagne en 69 assez exceptionnelles de ce point de vue-là. Et comme me l'a dit la nouvelle secrétaire générale de l'ANEL, faire effectivement, comme on a eu l'or blanc, de l'ensemble de ce potentiel, l'or bleu. Voilà, et c'est un formidable enjeu que nous avons. Et dernier point, et j'aurai quelques minutes de retard, mais j'ai fini,
c'est accompagner les grandes mutations du secteur nautique. Aujourd'hui, le développement des pratiques, à la fois libres ou encadrées, doit s'inscrire dans un développement dynamique, à la fois moderne, rénové, et encore une fois harmonieux avec le milieu. Et de ce point de vue-là, le tourisme nautique de demain sera digital. Aujourd'hui, de la digitalisation des places de port, en passant par une nouvelle génération également connectée, qui va effectivement avoir accès à nos offres de services de façon différente, nous avons tous ensemble, collectivement, un vrai enjeu pour développer la dimension numérique de nos offres et offrir de nouveaux services au sein des lieux de pratique pour renforcer ainsi le tourisme bleu. Voilà, et donc nous avons un certain nombre de propositions sur lesquelles nous travaillons à faire dans ce sens. Voilà, j'espère en une demi-heure vous avoir à peu près brossé à la fois ce qu'est la CNP et ses enjeux, en tout cas ce sur quoi nous travaillons actuellement. Et j'ai une dizaine de minutes, un peu plus, pour répondre à vos questions si vous en avez.